Allez, bonjour à tous, avec un grand direct consacré à une institution dans la montagne, c'est le travail du bois. Nous sommes ici à Maglan, à la scierie Antoine, et on va rester avec vous un moment pour voir comment on travaille le bois dans cette scierie qui aura bientôt 100 ans. Voilà, c'est l'écorçage du bois pour l'instant, regardez, l'écorçage qui se fait ici depuis Maglan. C'est la Haute-Savoie, c'est la vallée de l'Arve. Regardez ce bois qui vient d'être écorcé. Et pour nous en parler tout de suite, regardez, ici on a la chance d'avoir la famille Antoine. On va commencer par Jean-Claude, on est en direct. Jean-Claude, bonjour. Le patriarche. Quel âge Jean-Claude? 86. 86, toujours bon pied, bon oeil. On vous voit ici observer le travail du bois. Dans un instant, en exclusivité, nous visiterons la scierie Antoine. À vos côtés, le petit-fils Julien, bonjour. Bonjour. Beaucoup plus jeune, lui. Et patron. Oui, 34 ans. Une dizaine d'employés aujourd'hui, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Et puis juste à côté, regardez bien. Alors lui, c'est un cousin, c'est Jean-Michel de la Plagne. Tout le monde le connaît en Pays de Savoie, le créateur de l'IPAC, l'école de commerce. Il est dirigeant d'une école de commerce aussi en Suisse qui s'appelle comment, Jean-Michel? École Schultz. L'école Schultz. Il a été administrateur de l'ETG. Enfin, tout le monde le connaît. Et il vient d'écrire un livre incroyable, on va en parler dans un instant. Pierre-Antoine et la scierie, histoire d'une entreprise savoyarde centenaire. L'histoire de mon grand-père. C'est le grand-père. Et à travers la vie du grand-père, c'est la vie de... C'est toute une époque, c'est tout un métier qui est traité dans ce livre. On va en reparler justement. Alors, on a la chance d'avoir... Alors, c'est le fils ou le papa, les deux? C'est le fils, le papa est à côté et le petit-fils est à côté. Le prénom? Hervé. C'est Hervé, regardez là. Rapprochez-vous, les trois générations. Incroyable. Rapprochez-vous, Jean-Claude. Jean-Claude, le prénom, j'ai Hervé. Hervé et Julien, les trois générations. On verra tout à l'heure Gabin en photo, il a 3 ans, c'est ça Gabin, il a 3 C'est ans. ça, exactement. C'est ça. Alors on a la chance de vous avoir ici, on est en direct, il y a pas mal de gens qui nous regardent déjà. Vallée de l'Arve, avec une scierie, on va le dire, historique ici depuis presque 100 ans. Le patron, c'est vous aujourd'hui. Combien d'employés? On a dit une dizaine. Une dizaine. Et surtout, vous travaillez le bois. Tout le bois travaillé vient de la région. Oui, 50 km à la ronde. Vraiment circuit court. Essentiellement, on l'a vu tout à l'heure, on voit des blocs magnifiques. C'est de l'épicéa, essentiellement du sapin, des résineux. CA. Essentiellement. Oui. Finalité, bois de construction. Bois de construction, on démarre du maçon, bois de coffrage jusqu'à la charpente, bois d'intérieur, bardage, la totalité de la construction. Dans un instant, on ira visiter l'intérieur. Hervé, justement alors, une institution, le papa, qui est toujours présent, j'imagine. Oui, il passe 3 fois par jour. Oui, 3 fois par jour. oui, oui, bien sûr. Alors, la passion du bois coule dans vos veines, on peut le dire, Jean-Michel nous le confirmera. Hein. Ça se transmet de père en fils. Tout à fait. Et moi, je suis la 4e génération. Et c'est vrai qu'en relatant le livre là, on voit toutes les générations. Alors, on va tout de suite aller à l'intérieur, on va continuer à parler. Vous avez un moment, il rentre de chez le dentiste, c'est ça? Hein? Tout à fait. Alors, il a encore un peu anesthésié ou pas? Non, ça va. Ça va mieux. Vous venez avec nous? On y va, regardez Jean-Michel, on est ici à Maglan, en direct. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique l'endroit. Vallée de l'Arve, on le rappelle, à côté de Salanches, en Haute-Savoie, des Alpes du Nord. Le ciel est un petit peu menaçant. On voit ici ce bois. Comment il arrive ce bois ici? Il arrive de quelle manière en général? Par des grumiers? Généralement, c'est des grumiers qui l'amènent. Et vous pouvez voir en face de la montagne, là, on a eu une tempête il y a quelques années. 2019, Et début août. 2019, et ça fait beaucoup de dégâts. Ouais. Et ça veut dire que vous avez beaucoup travaillé après la tempête de 2019, c'est ça? On a travaillé beaucoup, oui. Alors on en voit du bois partout. On est entouré de forêts, c'est une énorme chance si on peut dire, parce que la forêt n'est pas loin ici. Finalement, il y a peu de transport. On parle de circuit court, hein, c'est On ça? parle vraiment de circuit court parce que la moyenne des 25 km à peu près. Oui, 25 km, c'est-à-dire Approvisionnement. au plus loin 50 km. C'est ça. Voilà. Et on voit du bois. On va regarder un petit peu le bois ici. Le bois de montagne est un bois qui pousse comment? Plus lentement, il est meilleur. Qui pousse très lentement. Ça, c'est du bois, c'est des chablis que vous voyez devant vous là, c'est des bois qui sont en train de sécher. Oui. Et d'ailleurs, vous voyez Le scolite porte, ici. hein, le c'est scolite, ça? c'est des Ouais, bois c'est ça. scolités. Alors scolité, on rappelle ce que c'est. Hein, c'est un... C'est un parasite qui rentre dans suite au manque d'eau de la forêt. Voilà. On nous demande, alors quelqu'un nous demande si on a des lames de scie. Bah évidemment. Oui. Bien sûr, bien On sûr. va les voir dans un instant. Tiens, regardez, la famille Antoine, Hervé, Jean-Claude et Julien et Jean-Michel de la Plagne. On va montrer le livre encore, Jean-Michel. Tiens, regardez, édition Neva. Alors ça, tout est dans le livre. On va en parler dans un instant. Regardez ce bois. Nous sommes à Maglan, encore une fois, en Haute-Savoie. On va aller voir maintenant. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant? On va voir la scie de tête, donc le ruban. C'est la première machine de la scierie, celle qui fait tous les débits. Alors on y va tout de suite. C'est très impressionnant. Alors, il y a un bonjour d'un charpentier du Rhône. La charpente, vous connaissez? C'est la Oui, finalité, la charpente. on connaît beaucoup de monde. Mais... Oui.
Bon, il s'appelle Anji N. Voilà, on n'a pas tout à fait son nom. Regardez, ici, on a effectivement la Sûre qui est ici. On repère ici, et c'est quoi la montagne là-haut en face? C'est la Pointe d'Arreux. La fameuse pointe d'Arreux qui est toute blanche encore. Alors on est dans la vallée de l'Arve, on voit la végétation qui commence à venir. Printemps en avance ou en retard, Hervé? La feuille est venue en une semaine. En une semaine. Avec la pluie, la chaleur, elle est venue en une semaine. Et les bois commencent déjà à piquer. Ah, les bois commencent à piquer, Parce ça que veut dire quoi ça? Malgré tout, on est une denrée périssable et les mouches se mettent dessus et les bois s'abîment. Et les mouches créent des piqûres. Donc c'est pas bien bon. Ah non, c'est pour ça que vous avez vu qu'on a arrosé les bois Bien sûr, on a vu les bois arrosés. qui s'abîment. Alors ça c'est important de le rappeler, il y a du bois partout ici, on le voit ici. On parlera ici de l'état de la forêt aussi en général. Elle est comment cette forêt ici en Pays de Savoie? Elle est comment Je aujourd'hui? dirais qu'elle est pratiquement inexploitée parce qu'on scie même pas 40% de la production de la forêt. Donc il y a largement de la forêt. Voilà. Pierre est des Vosges, il nous dit c'est la même chose dans les Vosges. On nous dit qu'il y a des magnifiques billes de bois. Ben, effectivement, elles sont magnifiques ces billes de bois qu'on voit derrière. Tout de suite, alors on va avancer un petit peu. Julien est ici. Alors Julien, c'est quoi cette partie ici? Qu'est-ce qu'on va montrer maintenant? On va entrer dans le bâtiment. C'est le deck où rentrent les bois dans la scierie. Voilà. C'est la manière de rentrer le bois, hein, donc c'est Exactement. automatique. Hein. Voilà, exactement. On stocke les bois avec un engin dessus et ça les rentre un par un. Elles sont magnifiques ces billes de bois, nous dit-on. Regardez, ben, on va avancer un petit peu. Toujours à Maglan ici, avec regardez ici. Alors ça, c'est ce que vous avez fait déjà là-bas derrière. Voilà, ça c'est des produits finis qui sont prêts à partir sur les SMI pour différents négoces. Alors, vous travaillez pour des négociants en général, comment ça Bien se passe? sûr, Pas du on travaille- particulier? On travaille pour le particulier, les négociants, principalement Oui. les négociants. Oui. Beaucoup sur le Midi et beaucoup Rhône-Alpes aussi. Alors moi, si j'ai trois épicéas pour transformer, vous le faites quand même ou pas? On n'aime pas trop les épicéas qui sont autour des maisons parce qu'il y a beaucoup de clous qui ont été plantés par les Vous n'aimez pas les clous, hein? les jeunes qui faisaient des cabanes fut un temps. Oui, effectivement, on a tous fait des cabanes. Jean-Claude ici, regardez le séchoir ici, on va s'approcher un petit peu. Avant d'aller voir la scierie, restez avec nous, vous êtes nombreux à nous suivre ce matin ici. Merci en tout cas pour cette présence avec nous. On est au pied du Mont Blanc, on voit pas le Mont Blanc pas loin. C'est un séchoir, racontez-nous un petit peu. Oui, donc ça c'est une étuve, on sèche sous vide. Donc ça c'est tout des bois de belle qualité pour faire du bardage par la suite. Ah, voilà. Alors, on nous demande si vous faites ça pour les artisans aussi. Est-ce que les artisans... On travaille avec les artisans et le particulier. Donc voilà, vous avez réponse, artisan particulier, mais pas si vous avez un épicéa planté plein de clous, on l'a dit. Alors ça, c'est quand même nouveau, Julien? C'est nouveau, Oui, ça fait 3 ans qu'on l'a environ. Nous, on sèche principalement en naturel. C'est ce que vous voyez au bord de la route quand vous passez Oui. devant la scierie. Et ça, c'est pour sécher plus rapidement ou des demandes à court terme. Ça nous permet de sécher en 3 jours. Ah, c'est incroyable, le séchoir. On va s'avancer, tiens. Le séchoir, le principe, alors, on a bien compris, le bois rentre à l'intérieur, ici. Et c'est quoi? C'est une soufflerie d'air chaud? Ça aspire l'air qui est à l'intérieur, ça le met sous vide. Et après, c'est chauffé. Et donc, on peut sécher. Alors, ça, c'est incroyable, Julien et Hervé. On peut sécher ce bois. En combien de temps on peut le faire sécher, ce bois? 27 mm, on le sèche en 2 jours et demi, 3 jours. Attendez, en 2 jours et demi, 3 jours, alors qu'un séchage naturel prend 7 à 8 mois. 7 à 8 mois. Donc, ça, c'est important. Ça veut dire que vous pouvez sécher ces bois en 2-3 jours, finalement. Tout à fait. Donc, c'est une nouveauté. Jean-Claude, ça n'existait pas dans votre temps, ça? Ah non, nous, on empilait et on laissait sécher. Il fallait sécher. Ça, Vous en pensez quoi de cette évolution? C'est quand même incroyable. il faut vivre avec son temps. Hein. Écoutez, on va aller visiter l'intérieur maintenant. On rappelle qu'on est à Maglan ici avec la famille Antoine. Regardez, ouais, les transporteurs qui sont ici. Voilà. À l'occasion de la sortie du livre de Jean-Michel de Laplagne qui s'appelle... on va le montrer le livre encore, Jean-Michel. Regardez, il est avec nous, Jean-Michel. Voilà, alors c'est un petit bijou ce livre, il y a toute l'histoire, on en reparlera tout à l'heure. Pierre-Antoine et la Scierie, histoire d'une entreprise savoyarde centenaire. Allez, on n'a qu'une envie, nous, c'est de visiter l'intérieur de la Scierie. On est à Maglan, on le rappelle encore une fois, dans la Scierie Antoine. Alors tout le monde vous connaît dans la vallée, on précise. Oui, Et puis pas qu'ailleurs. qui nous connaît, oui, oui, exactement. On va dire que vous travaillez dans toute la France, y compris dans les Pyrénées, c'est ça? C'est ça. Oui. On livre les Pyrénées dans les stations de ski des Pyrénées, l'équivalent de Flaine chez nous, mais dans les Pyrénées. Beaucoup de bois de construction pour la montagne aussi alors? Oui, exactement. Ça veut dire que l'épicéa est un bois de construction idéal pour les chalets, pour les constructions? Oui, c'est un bois de belle qualité et avec une forte résistance, donc idéal pour la construction. Eh ben, tiens, écoutez, c'est pas beau tout ça. L'épicéa, la fierté, on va le dire, des pays de Savoie. Et j'en reviens justement sur ce que vous parliez tout à l'heure, vous nous demandiez si on était prêt pour acheter un sapin ou un épicéa. Pas forcément autour des maisons, mais si des personnes ont du bois à vendre, une forêt, on est acheteur. Ah ben, écoutez, ben, tiens, c'est un peu On peut nous intéressant. consulter. Ah ben, attendez, on mettra le lien évidemment. Si vous avez du bois à vendre, alors que des résineux. Moi, il se trouve que j'ai des Douglas en Bourgogne, par exemple.
Mais ça vous intéresse? Ça nous intéresserait s'ils étaient plus près. La Bourgogne, c'est un peu loin. En tout cas, on rappelle circuit court. Regardez, ici c'est pour monter, hein, ça monte tout seul, regardez. Ah ça c'est incroyable ça. Jean-Claude, tiens, encore une fois, dans le temps, comment on montait les billes de bois dans le temps? Mais on les poussait à bras pour les charger sur les camions. On les poussait à bras? Eh oui. On va trouver sur le livre de Jean-Michel Ouais, il va nous le montrer, Jean-Michel, il va nous le montrer. une partie où on poussait les bois pour les charger sur les camions. Jean-Michel va nous le trouver Sur la- tout de suite. sur Tiens, la on va, route du Mont-Saxonnet. sur la route, on a la photo, Jean-Michel, tu peux nous la montrer? Regardez, la photo de couverture, regardez. Attendez, Jean-Claude, vous avez connu ça, vous? Ah ben c'est moi qui j'étais Vous êtes où là sur la photo? On n'a peut-être pas dessus. Alors dites donc, c'était dangereux tout ça? Ah oui, mais vous voyez, c'était tellement gros, on avait deux grues sur le camion. Oh là 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 là. Regardez, aujourd'hui, c'était avant. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Anne-Lise nous dit, qu'est-ce que vous faites de tous ces résineux? On l'a dit tout à l'heure, beaucoup de bois de construction. Mais autre chose encore que des bois de construction? À part les bois de construction, on fait du parquet, du bardage. Parquet, bardage, Parquet, oui. bardage, les bois Regardez. rabotés. Regardez comment ça se passe. Regardez, autrefois à la main, aujourd'hui. Regardez comment ça se passe directement. Et on va suivre à l'intérieur. Voilà le bois qui est arrivé là-haut, qui va défiler ici. Il n'y a plus de manutention aujourd'hui, Julien. De moins en moins. On essaye d'en faire de moins en moins. Quand tu vois les photos du papy autrefois, tu penses quoi de l'évolution? Ah, l'évolution a quand même du bon. Et à l'heure actuelle, on trouverait plus le personnel pour faire tout ça. C'était trop physique et ouais, comme on disait tout à l'heure, il faut vivre avec son temps. Faut vivre avec son temps, il a raison, Julien. Alors on nous dit que les arbres ont diminué de volume. Est-ce que c'est vrai, Hervé? On nous pose la question, on nous dit que les arbres ont diminué de volume par rapport à autrefois, non? Non, je pense Non. pas. Il y a certains secteurs de montagne où les bois ont jamais été exploités et certains endroits. Non, ça n'a pas diminué de volume, je pense pas. Pas dans la région. Écoutez, on est ici à la Syrie Antoine, en direct, on rentre à l'intérieur. On laisse rentrer Hervé, Julien, Jean-Claude et Jean-Michel vont nous suivre. On est parti, regardez l'intérieur de la Syrie. L'odeur, on n'a pas l'odeur. On n'a pas l'odeur. Non, là, il n'y a pas l'odeur, mais ça dépend. Nous, on la sent ici, mais eux la sentent pas. les Nous, gens. on a tellement l'habitude, on la sent pas. Ils la sentent plus. Ah, c'est incroyable ça. On va avancer, on va monter ici en direct, on rappelle, depuis la Syrie Antoine, une Syrie qui va fêter ses 100 ans en 2025. On a le conducteur ici, on a le conducteur. Regardez, regardez, incroyable ça, incroyable. Racontez-nous ce qui se passe ici, Hervé, qu'est-ce qui se passe ici? Et bien là, c'est la ligne principale de la Syrie, c'est la ligne ruban, Rombois. Donc l'opérateur, en fonction de la qualité et en fonction de ses commandes, il fait différents produits. Là, on a un bel épicéa. On va regarder quel produit il fait. Quel âge il a à peu près cet épicéa ici, c'est quand même... L'épicéa, il a 70 ans à peu près. Ah oui. Oui. On sait d'où il vient? On sait, il vient de... Je pense qu'il vient de Tanin, celui-là. Et vous voyez l'épicéa d'à côté qui est bleu, c'est un chablis. Ah, c'est un chablis. Oui. On rappelle ce que c'est que le chablis, Hervé. Les bois postichés qui ont séché parce qu'il manque d'eau. Et le Alors, bostige- ces bois-là sont moins bons. Comment ça se passe? faut enlever un peu les bordures et quand le diamètre est assez conséquent, on enlève les bordures qui partent en emballage et on récupère de la charpente au milieu. Autrement, c'est tout de l'emballage. C'est de l'emballage. La Syrie Antoine, on rappelle, une des plus grandes scieries. Il y en a 26, je crois, en Haute-Savoie. Regardez à quoi ça ressemble ici. Alors ça, c'est tout automatique, évidemment, c'est tout piloté ici. On va venir voir le conducteur dans un instant. Voilà. Quel changement? Vous avez toujours connu ça, vous, ou pas? Ouais, j'ai connu l'ancienne Syrie qui était dans le village de Gravin. Et après, on a racheté ce bâtiment où il y avait l'ancien site D'accord. du téléphérique qui montait à Flaine. Voilà, regardez, comme c'est fait ici, on va faire attention quand même. Voilà le sillage ici du bois. Alors, on nous taquine en direct, on nous dit que le Chablis c'est un bon vin. Hervé Bord, c'est qui habite un bon Troyes, nous dit que c'est un bon vin. Mais ici, c'est... On a appelé le bardage Chablis parce qu'en fait, il y a deux appellations. On a un bardage qui s'appelle Chablis et on a commencé à faire ça avec les fermes de Marie il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années. À Megève, on le précise. À Megève. J'ai les cibles. On a fourni tous les gros hôtels de notre secteur, les fermes de Marie, l'Albert Ier. Albert les Ier, Roches-Fleuries. c'est à Chamonix et les Roches-Fleuries, c'est à Cordon. Exactement, les fermes de Carrier. Tous les fermes de Carrier, on va le dire, tous les beaux établissements, tous les bois des beaux établissements de montagne viennent de chez vous à peu près. Le duc de Savoie aussi. Le duc de Savoie à Comblouche, à la famille Perrin, on va le préciser aussi. Donc vous fournissez quand même vous faites des établissements de renommée, on va le dire. Hein. Tout à fait.
Donc il faut de la qualité. On est en direct depuis la série Antoine, vous êtes très nombreux de le suivre. On va aller voir le conducteur, alors on peut peut-être pas l'interroger. Regardez la modernité. Jean-Claude, regardez. On voit un monsieur ici. Regardez, commande numérique. Oui. Vous auriez pensé qu'un jour ça devienne comme ça, Jean-Claude Ah, vous moi, j'ai monté le ruban là en 80. On était déjà avec une division Mudata. Vous étiez des pionniers. Oui, oh non, je pense pas. Voilà. On peut dire qu'ils ont suivi Jean-Michel de Laplagne, ils ont vraiment suivi l'évolution, la série Antoine, votre famille. Bah, dans ce secteur d'activité, c'est un secteur d'activité très particulier. S'il n'y a pas d'investissement, c'est la mort assurée. Ah, ça c'est intéressant, oui. Le professeur d'économie qui parle, il faut changer, c'est obligatoire. Le succès passe obligatoirement par l'investissement. Donc c'est des secteurs d'activité où on a toujours un très fort endettement. Parce que les investissements sont tels que les résultats de l'entreprise, quels qu'elles soient, ne sont jamais suffisants pour générer assez pour payer par soi-même. Donc il faut toujours être endetté. Il faut avoir de bonnes relations avec ses banquiers dans ce métier. Voilà. Il y a Hervé Bord qui nous... C'est le proviseur du lycée de Troyes qui nous dit, avec beaucoup d'humour, ne maniez pas la langue de bois. Hein. Non, nous n'avons aucune raison. Non, mais c'était un jeu de mots. Hein. J'ai compris. Mais c'est la réalité, c'est un secteur d'activité qui est toujours très très endetté. Parce qu'il faut investir. On va le dire, attends, on va s'avancer, on peut s'avancer. Julien ici, regardez la modernité, il est assis ici, regardez, il est concentré, il a des caméras, comment ça se passe? Oui, pour filmer l'extérieur au cas où il y a un bois qui se coince ou. Regardez, voilà ce qu'on voit nous, voilà ce que lui voit, et on voit la concentration ici, on dirait un commandant de bord. Ouais, à quelque chose près, c'est ça. On va saluer alors, on nous dit que c'est un beau reportage, merci Jean-Luc, et beaucoup de concentration, on va pas le déranger, ne nous regardez pas, mais beaucoup de concentration j'imagine. Ah ouais, bah faut calculer, faut tout le temps compter, savoir ce qu'on Vous fait. vérifiez quoi exactement? On calcule en fait les produits qu'on fait, les cotes, suivant la qualité du bois, voilà. C'est ça. En tout cas, bravo, comment on appelle son métier, c'est comment son métier? C'est le métier de scieur. Comment? Scieur. Scieur de tête, hein. Donc c'est une grosse responsabilité. Oui, c'est lui qui donne toute la cadence de la scierie. Il faut qu'il soit bien concentré parce que quand il est en train de scier dans un sens, il faut déjà qu'il ait pensé à ce qu'il va scier dans l'autre sens, parce qu'on scie dans les deux sens, si vous avez remarqué. Oui, bien sûr. Et donc c'est tout un calcul de tête pour additionner les planches qu'il va faire dès qu'il va retourner. Regardez ce qu'on voit, nous, regardez cette grosse, comment, c'est une bûche de bois, comment on appelle ça Un billon, nous on appelle ça. On appelle ça, c'est le billon, regardez, la scierie, on voit très bien comment ça se passe ici, là-bas. On a ici effectivement la caméra qui le voit lui, et le retour, l'aller-retour. Et là, par exemple, ce sera pour faire quoi? C'est des planches, c'est quoi ça? Là, il fait donc de la planche dans les bordures et dans ce qu'on appelle le noyau, la partie centrale, il va faire du bastin, du plateau, en fonction de la qualité. Alors, ton prénom, c'est comment? Alexandre. Alexandre, voilà, merci Alexandre. C'était en direct dans la place du village, on va pas le déconcentrer. Regardez, c'est quand même très impressionnant quand même ce travail. Hein. C'est un métier, le scieur, c'est 6 mois de formation. 6 mois de formation. Alors, je pense qu'il y a Hervé Bord, qui est proviseur du lycée, nous demande, est-ce qu'il y a beaucoup est-ce qu'il y a des jeunes en formation pour ces métiers? Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas d'école, il y a 2-3 écoles en France, mais pas suffisamment. C'est un métier qui est méconnu et on a du mal à trouver des personnes pour faire ce métier-là. Quelle formation il a Alexandre, il a appris le métier sur le tas, il a appris à la scierie. Regardez-le. Merci Alexandre, merci beaucoup. Alors, on est très content d'avoir effectivement, regardez Jean-Michel de Laplagne ici. On va continuer, Hervé, on peut continuer là? Oui, bien sûr, on va continuer le tour de la scierie. Je vous laisse me suivre. Regardez, on va la montrer cette scierie quand même. Regardez comme c'est impressionnant. Regardez, on verra aussi tout à l'heure. Voilà, on va descendre les escaliers. Alors, on va être prudent pour descendre. On est en direct, on le rappelle, avec Jean-Claude Antoine, Hervé, Julien, les 3 générations d'Antoine, la scierie Antoine ici à Maglan, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Et on continue notre parcours dans la scierie Antoine. Bientôt 100 ans d'âge. Merci Marie, merci pour vos témoignages. Regardez, on est en train de monter ici. Attention la tête ici, pour passer ici. Et on continue. Voilà comment ça se passe. On va retrouver ici, voilà. On voit très bien ce qui se passe là-bas. On retrouve sur un plan beaucoup plus large. Combien d'heures par jour, Hervé? Combien d'heures vous travaillez par jour? Combien On fait 8 heures par jour. Bien 8 heures. Bien 8 heures, oui.
Et l'hiver, alors on dit souvent que l'hiver il fait froid à l'intérieur. Est-ce que c'est pas chauffé ici, évidemment? C'est pas chauffé et la crainte qu'on a, c'est quand il gèle fort, les bois sont gelés. Donc on perd en production, 30% de production, parce que c'est plus difficile de scier le bois gelé. Il glisse sur les chaînes et on est content que l'hiver se termine certaines fois. Jean-Luc nous dit que rien ne se perd dans le bois. Non, et la sciure est récupérée, on le verra tout à l'heure aussi. tout est utilisé, la sciure, les écorces, tout est utilisé. Il n'y a rien du tout qui se perd. Non, là, les écorces partent en chaufferie et la sciure est utilisée soit pour faire du pellet, soit pour les paysans, soit pour le panneau. Voilà, bon, on va avancer un petit peu. Voilà, on va se passer devant, regardez. La scierie Antoine bientôt s'entend. Alors, montrez-nous. Une nouvelle installation, un classeur trieur. Alors, ça va servir à quoi exactement? Ça va servir tous les bois. On va enlever toute la pénibilité de la scierie, car les bois vont arriver automatiquement dans les cases. Et une fois que les cases seront pleines en fonction du produit, le nombre de produits, elles vont descendre sur la chaîne inférieure et vont partir à l'empileuse. Et au lieu de... C'est un boulot très fatigant, donc on va supprimer toute cette pénibilité. Alors, on va poser une question embarrassante. Ça coûte combien ce genre de choses? C'est incroyable quand même. J'ose pas le dire, 1,6 million. 1,6 million. Tout à l'heure, Jean-Michel Delaplagne parlait des investissements. Vous confirmez que c'est nécessaire, c'est obligatoire? C'est obligatoire et si on voulait changer de taille de scierie, c'est obligatoire. On nous pose la question, Julien, des granulés. Est-ce que vous en faites des granulés? C'est Daniel qui nous pose la question. Alors nous on ne fait pas de granulés, par contre notre sciure part pour faire du granulé. Et pourquoi vous ne le faites pas vous-même? C'est pas votre cœur de métier? Non, c'est un autre métier et c'est pour monter une installation, c'est un très gros investissement et on préfère se concentrer sur la première transformation. Leur savoir-faire, la scierie Antoine, on le rappelle, avec Hervé, Julien et Jean-Claude. On est en direct depuis Maglan. Vous êtes nombreux à nous suivre. On voit la sciure qui sort ici. C'est de la sciure qui sort, ça. Hein, la Ça sciure. c'est les plaquettes, donc ça les plaquettes de broyage, donc ça part pour faire du papier. Ah d'accord. Donc on a 0% de perte, la sciure part pour faire le pellet, la plaquette pour le papier et l'écorce part pour les chaudières. Donc le tout est utilisé. On peut parler d'écologie avant l'heure, hein. Vous perdez rien du tout. Circuit court, on l'a dit, un produit. Alors le bois, c'est un produit noble, on va le dire ça. Et tout à fait, c'est un produit noble et puis c'est bon pour la planète, c'est mieux que du béton, quoi. Bien sûr. On vous le confirme aussi. Et puis on rappelle aussi que vous choisissez les bois dans la nature, vous prenez pas n'importe quel bois, c'est des bois qui sont en bout de vie, on va le dire, c'est ça en fait. Oui, exactement. Là en ce moment, c'est principalement du bois scolité pour extraire tout ce qui est piqué des forêts. Et après du bois en fonction de la demande, les qualités, c'est en fonction de la demande, les achats. Allez, toujours en direct, on continue la visite. C'est vrai qu'on est les jardiniers de la forêt en ce moment avec les bois scolités. Absolument. Parce On que va, si- rappeler, si- on va bien rappeler le bois scolité, c'est ce parasite qui se met dessus. Hein. Et on a un monde en voie de disparition, les scieries, mais malgré tout, il faut garder pour pouvoir nettoyer les forêts, quoi. Bien sûr. Heureusement que vous êtes là. Hein. Vous avez des bûcherons alors? Oui, tout à fait, oui. Bûcherons, débardeurs. Autrefois, on disait que qui va au bois va à la guerre. C'est plus la même chose aujourd'hui. C'est un métier très difficile et c'est compliqué de trouver des jeunes qui aient envie de faire ce métier. On le rappelle, on continue la visite. Regardez, on vous laisse passer devant. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ça sent bon. Hein. Oui. Ouais, nous, je vous dis, nous on n'est plus habitués. Enfin, on a tellement habitué, on a le nez dedans, on n'y sent pas, mais. Il est sympa. Voilà, on va continuer la visite ici. Et là, on arrive où alors? Qu'est-ce qu'on voit, Hervé, ici? C'est quoi cette partie là-bas au fond? Qu'est-ce qu'il fait là? Cette partie, c'est... Oui, on enlève la bordure des planches. Ah, la bordure des On planches. enlève la bordure des planches, on appelle ça une déligneuse. Et ensuite, ça va au trimmer et ça va dans le classeur en finalité. On a un petit peu de bruit par moment. Pourquoi il y a autant de bruit? Là, c'est le broyeur qui fait du bruit. C'est le broyeur, regardez. Tous les produits de bordure qui passent au broyeur pour pas faire de la plaquette pour partir au papier. Et ça va se mettre en route là. Vous voyez, c'est tamisé. Et la sciure monte en aérien et repart en aérien dessus là. Ah voilà, tout est bien organisé. C'est un beau circuit en tout cas. On va continuer par où la visite? Par là. Voilà, regardez comme c'est beau, c'est impressionnant. C'est moderne, on va traverser ici. Les scieries, le travail de la scierie depuis Maglan, avec la scierie Antoine. Voilà, on va retrouver ici le sciage. Oui, exactement. Là. Donc ça, c'est les produits de vente, les noyaux, ce qu'on appelle les noyaux, qui viennent à une machine, à la machine suivante pour être faits en planche. Ça sera refait en planche ici après. Il y a tout un circuit bien organisé, on va Exactement. dire. Si une machine est à l'arrêt, toute la scierie est arrêtée.
Ça veut dire que voilà, s'il y a un endroit qui s'arrête, ça s'arrête tout. Voilà, exactement. Voilà. Regardez le morceau qui va. Alors ça c'est impressionnant quand même, tout ce qu'on voit là, c'est impressionnant. Hein. Il part à l'autre machine, Ah, il part à la directement. scie de reprise, à la multilame. D'accord, c'est incroyable ça. On va aller voir la multilame d'ailleurs. La multilame, c'est l'ordinateur qui pilote aujourd'hui aussi beaucoup. Oui, principalement maintenant c'est tout mécanisé. L'opérateur fait que beaucoup de surveillance. Beaucoup de surveillance, regardez. On continue, on redescend les escaliers, toujours en direct depuis la scierie Antoine à Maglan, ici en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord évidemment. Pays de forêt, on le rappelle encore une fois. Et on suit Julien ici. Voilà, avec... on va ressortir ici. Voilà. Et on remonte les escaliers ici, regardez. On va retrouver la vue sur la scierie ici, que l'on voit ici. Regardez. Voilà, est-ce qu'il s'y... Voilà. Alors, on nous redemande, Daniel, pour les particuliers, ils le font aussi, mais ils le font moins pour les particuliers. Ouh là là, regardez les... Ah ça, c'est incroyable ça. On avait oublié qu'il y avait des scies, des lames. C'est incroyable ça. Alors ça, c'est un atelier C'est l'atelier d'affûtage. d'affûtage. Donc les rubans font 12 mètres de long. Attendez, alors, on va bien les montrer, ces rubans. En voilà un. Alors ça, c'en est un. Ils font 12 mètres de long. Les dentures sont protégées, mais vous pouvez voir, on peut s'approcher de celle là-bas. Parce qu'à l'heure actuelle, on a fait le choix de passer en lame carbure. Alors, c'est quoi les lames carbure? Donc la denture, au bout de la denture, vous trouvez une pastille carbure, et ce qui permet de conserver la lame sur quasiment une semaine de travail, alors oui. qu'avant on changeait la lame 2 fois par jour. Ah bon, vous changiez la lame 2 fois par jour et maintenant ça dure une semaine. Maintenant on dure environ 40 heures de sciage. Alors le carbure, c'est quoi exactement? C'est un métal très C'est un métal résistant. très résistant, oui, et qui se met au bout de la... C'est un apport d'un autre métal qui se met au bout de la dent, D'accord. et qui permet bout de la d'avoir dent. une durée de vie beaucoup plus... Donc l'atelier ici est très important. Il y a Oui, quelqu'un qui travaille en permanence l'affûtage, c'est très important. On passe moins de temps vu qu'on a les lames carbure, mais oui, avant on avait quelqu'un à temps plein à l'affûtage, c'est très très important. Si une lame ne va pas, vous ne pouvez pas travailler. Bien sûr. Bah, écoutez, on voit l'évolution aussi au niveau des lames ici. L'atelier ici, regardez, c'est extraordinaire. La scierie Antoine, toujours depuis. On va regarder, tiens, un petit peu. Regardez. Ah oui, ça, c'est les circulaires qu'on a bien connus, effectivement. Hein. 71 cm de diamètre, et pareil, qui sont en carbure. Alors, Daniel nous dit, très belle entreprise nécessaire. Daniel nous appelle de la Suisse. Roger nous dit que c'est impressionnant, ces lames. C'est vrai que c'est vraiment impressionnant. Quand même. Oui, et c'est vrai qu'à l'époque, mon grand-père avait fait le choix de mettre un gros ruban pour l'époque. Oui. C'est un ruban avec des volants de diamètre 180 et ça fait partie des plus grosses lames. On nous pose la question de savoir si ça coûte cher. Toutes les questions sont permises, bien sûr. On imagine que ces lames, elles sont... Une lame, ça vaut à peu près 1800 €. Oula. C'est pour ça qu'on ne faut surtout pas scier de corps étrangers, de clous, sûr. tout ça. L'ennemi du sieur, c'est aussi les pointes, tout ça. Exactement, ça oui, abîme. Il fait très attention, oui. Ces lames sont produites dans la vallée. On parle du décolletage aussi dans la vallée ou pas? Elles ne sont pas produites dans la vallée, elles sont produites dans la vallée Rhône-Alpes quand même, Oui. à côté de Lyon, mais en France en tout cas. D'accord. Voilà, un bonjour du Pas de la Case. Est-ce que tu sais où ça se trouve le Pas de la Case? Non, je Dans connais les pas. Pyrénées. Tiens, c'est les Pyrénées, c'est une station de ski. Ça doit bien scier et scier vite. Oui, effectivement, la rapidité. Maintenant, c'est très rapide finalement. Oui, c'est rapide. Les gains de productivité sont importants aussi grâce à tout ça. Oui, exactement. Oui, faut que maintenant on doit répondre une commande et sous 10 jours la commande devrait être livrée normalement. Une commande une semi-remorque complète. Une semi-remorque en 10 Une jours. commande d'environ 15 jours, 3 semaines et on a 3-4 camions à faire par semaine, on doit respecter ça. Vous faites 3-4 camions par semaine. Oui. Ça c'est impressionnant, dis donc. On connaît le volume à peu près dans l'année ou pas? Dans l'année on scie environ 25 000 m3. 25 000 mètres Et cubes. avec la machine qu'on va monter, on aura le potentiel pour scier 30 000. Alors on a un bonjour, tiens, Jean-Christophe, c'est Jean-Christophe qui nous parle. Bonjour d'une petite scierie à Biote dans le 06, c'est les Alpes-Maritimes. Ah, tiens, alors ça c'est quelqu'un qui a une petite scierie. Qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous pensez de ces petites scieries qui continuent à fonctionner? Il en faut encore des petites scieries pour servir les particuliers et il y a des régions où il n'y a pas forcément de négociants où il faut des petites scieries. Il faut des petites scieries. Il y a du travail pour tout le monde et il faut des petites scieries. La forêt continue à pousser, on le précise bien, c'est important. Et nous, faisons partie encore des petites scieries, on reste une entreprise familiale et notre but c'est pas de devenir énorme.
C'est familial, mais c'est déjà une belle dimension nationale, on va dire. Oui, oui, on livre sur le national, mais à petite échelle. Roger nous dit qu'on devrait interdire la fixation des fils de clôture sur les arbres. Ça c'est bien vrai. C'est vrai. Attendez, tiens, il va vous répondre, Roger. C'est Hervé qui va vous répondre. C'est bien vrai parce qu'on vient de voir qu'une lame coûtait 1800 € et des fois, selon, on arrive à attraper des isolateurs et ça explose la lame. Heureusement, c'est pas souvent, mais ça fait beaucoup de dégâts. Bah, écoutez, on va continuer la visite ici. On peut rentrer ici avec le poste de commandement. Tiens, bonjour. On est en direct dans la place du village. Bonjour. Ah bah tiens, regardez. Comment ça se passe, regardez. Qu'est-ce que vous faites vous, exactement? Bah, je déligne du bois. Alors, on peut voir ce que vous faites là. Des noyaux. On va bien le montrer. Est-ce que vous pouvez faire avancer? Voilà, regardez, en direct, depuis la scierie Antoine, ici à Maglan. On voit la concentration du pilote ici, si j'ose dire. Et c'est vous qui commandez tout ça? Ouais, c'est moi. Alors regardez, avec l'ordinateur, on dirait une console. On dirait une console de jeu. Regardez. Ah ça c'est incroyable ça. Donc ça veut dire que on ne touche plus, Hervé, un morceau de bois? Non. Non, et avec la fin du trieur, on touchera plus du tout le bois. D'accord. Angie est marrant parce qu'il nous dit c'est un martien. Il dit, effectivement, on dirait un martien. Vous avez besoin aussi du casque pour le bruit ou pas? Comment ça se passe? Pardon? Le bruit c'est gênant, pas chez vous ici. Non, quand la porte est fermée, on a les casques, ça va très bien. Beaucoup de concentration, on l'a dit ici, regardez. Et donc là, il faut s'aligner, c'est ce que vous faites, hein, Oui, c'est il ça? faut assez de concentration parce qu'il faut regarder un peu partout autour de la machine, devant, derrière. Et quand ça bloque, il faut aller débloquer puis revenir au poste assez vite. Quelle formation vous avez, vous? Sur le terrain ou Sur le tas, je suis arrivé là et j'ai appris à faire à mesure. Vous êtes de la vallée? Marinier. Marinier, c'est la vallée de l'Arve, on le rappelle. La scierie Antoine, bientôt 100 ans. Bonjour de Versailles, nous dit Monique. Ben, écoutez, on n'est pas à Versailles ici, c'est pas la même chose. On vous regarde, il y a des dimensions à respecter, j'imagine. Comment ça se passe? C'est quoi ces numéros? J'ai le scieur qui est derrière moi là, Oui, qui m'envoie des noyaux. oui. Et, On l'a vu, le scieur. Par rapport à la commande, eh ben, je dois déligner le bois et la quantité. Et la quantité. Ben, écoutez, regardez ça, c'est incroyable, hein, parce que on voit le côté tradition, mais le côté moderne aussi. Les deux vont ensemble, Julien. Oui, oui, exactement. Il faut garder la tradition du savoir-faire, mais maintenant, il faut avoir des machines modernes. Regardez comment ça se passe, c'est impressionnant, regardez. Voilà, ben merci beaucoup. En tout cas, votre prénom, c'est Dominique. Dominique. On va remercier Dominique ici. Quand on aime ce que l'on fait, la réussite est là, nous dit Roger. La passion, vous l'avez, la passion, tout le monde l'a eu dans la famille. Il faut. C'est obligé d'avoir la passion. Regardez la famille Antoine ici. Voilà, merci Dominique, regardez-le, merci avec son casque ici sur les oreilles. Bonne journée Dominique, merci. Et on continue. Bah, écoutez, on a la chance de les rencontrer, on est toujours en direct ici. Regardez le paysage, avec le ciel qui se couvre, la grande douceur, les arbres qui verdissent, et la scierie ici. Antoine, bientôt 100 ans d'âge, on va retrouver Jean-Michel de la Plagne dans un instant. On va essayer de ne pas tomber sur les escaliers, regardez comment ça se passe, en direct, regardez. Et on retrouve ici l'extérieur, ici avec le bois qui est à l'extérieur. On retrouve ici le séchoir et les lames. Ça, c'est des lames. Vous voyez, une vieille lame qui a dû prendre un clou, qui a pris un corps étranger. Alors, regardez, ouais, donc celle-ci, elle est au rebut, comme on dit. Hein. Elle ne marche. marche plus, c'est ça. D'accord. Voilà un petit peu comment ça se passe. Il y a du beau matériel. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit que le matériel vous aide beaucoup aujourd'hui. En fait, c'est ça. Hein. Oui, oui, oui. Si on n'a pas le matériel, on ne peut pas être compétitif, on ne peut pas tenir les délais et on ne pourrait pas suivre. Donc, la technologie vous a permis d'évoluer dans le bon sens. Oui, exactement. On va retrouver Jean-Michel. Il est où, Jean-Michel? Ils sont peut-être par là. Regardez ce paysage magnifique. Alors, dites donc, la vallée de l'Arve, vous avez quand même une belle région ici. Hein. Hervé, vous regardez encore le paysage de temps en temps ou pas? On regarde le paysage et d'autant plus que de temps en temps, ils remettent un petit coup de peinture blanc selon les époques de l'année et c'est vraiment agréable. Là, il y a de la peinture sur les sommets, il y a beaucoup de peinture. Et cette forêt présente partout ici. On rappelle ici la tempête du 2 août, je crois, 2019. Hein. On voit les traces ici. On était venu d'ailleurs. Et alors, comment ça s'est passé après la tempête? Vous avez eu beaucoup de travail, j'imagine? Après la tempête, oui, on a eu beaucoup de travail, mais pas spécialement en Maglan. Et ça a occasionné beaucoup de chablis aussi sur le haut de la vallée. Et en ce moment, on est en train de faire le chablis sur le haut de la vallée. Faire des chablis sur le haut de la vallée, justement. Parce qu'il y a beaucoup de bois qui ont été déstabilisés, mais qui ne sont pas tombés sur le moment. Mais en ce moment, ils prennent le bosserie. On va retrouver le Bostriche, effectivement. Alors, ce maître mot, on en parle souvent. L'état de la forêt.
L'avenir du Böstrich, c'est quoi ici? Ça sera maîtrisé? Comment ça va se passer? Non, on ne connaît pas. Personne sait. Même l'Office national des forêts, personne ne connaît l'avenir du Böstrich. Vous en pensez quoi, vous, de ce Böstrich? Je pense que c'est dû un peu que la forêt manque d'eau. Et il y a de plus en plus de forêts et trop concentrées. Et plus la sécheresse, principalement, le réchauffement climatique. Hein. Oui, on nous dit souvent qu'il y a des gens qui possèdent des arbres mais qui ne savent pas intervenir au bon moment. C'est des forêts parfois privées, pas toujours bien entretenues, vous confirmez ou Certaines pas? fois, elles sont entretenues. Hein. Il y a certains Oui, propriétaires privés qui connaissent quand même où ils ont leur bois. Mais effectivement, même sur le communal, des fois, il y a des bois qui sèchent. Hein. Bien sûr. Sur Maglan, à l'heure actuelle, il y a une parcelle communale qui est en train de sécher. Ça traîne un peu des fois pour les exploiter. Qu'est-ce qu'on peut dire aux élus qui ont des justement propriétaires de ces forêts communales, par exemple? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bah, dès qu'ils voient que la forêt sèche, il faut que ce soit sous les 15 jours, le mois C'est rapide. Ah, c'est très rapide. Ah, c'est très rapide. Un bois böstriché, au bout de 6 mois, il est plus bon. Ah bon? Oui, tout à fait. Ah, ça va très très vite alors. Oui, oui. Donc est-ce que les élus sont au courant de tout ça? Non, il n'y a pas beaucoup d'élus qui sont au courant de ça. Parce que les élus, la forêt, c'est. Dans certains villages de montagne où il y a les stations de ski, la forêt, le budget, c'est insignifiant, quoi. Oui, c'est ça. Donc, non, puis beaucoup de jeunes qui sont élus ne connaissent pas la forêt. On rappelle qu'autrefois c'était la richesse numéro 1 de nos communes. Hein. Et autrefois la forêt c'était la première richesse en général. Bien sûr, et ça reste encore dans certaines communes comme le Reposoir ou des choses comme ça, Torrent, Glières. C'est une vraie recette, quoi. Hein. On va retrouver Jean-Michel. Est-ce qu'on peut le retrouver, Jean-Michel? Il est juste là, Jean-Michel de la Plaine, qui a écrit un magnifique ouvrage. On nous dit que c'est un très beau reportage. C'est grâce à la Syrie Antoine, encore une fois. Et alors la falaise, là, dis-toi. Hervé, la falaise, là. Vous n'avez pas peur qu'elle tombe, là? Non, on est là. Il y a souvent comment on appelle ça, du bench jump. Attendez, il y a des gens qui se jettent de là-haut. Oui, bien sûr, oui. C'est d'ici qu'ils sautent là-haut, le best jump, c'est d'ici. Juste au-dessus ou de l'autre côté. Le plus avancé du rocher. Là-bas, on le voit, on le voit. C'est reconnu dans toute la France. Hein, Oui, c'est les falaises de Maglan sont réputées pour faire du base jump. Alors attendez, vous n'avez pas peur qu'un best jumper atterrisse chez vous un jour? Ça arrive souvent qu'il y ait l'hélico qui viennent les chercher parce qu'il y a des problèmes. Et en général, c'est pas de bon signe quand l'hélico arrive. Alors cette falaise, elle tient bien, vous nous garantissez qu'elle tient bien, cette falaise. Vous voyez, Oui, on voit un rocher. Le pylône, il y a un problème. Il y a eu un problème suite au funiflène. C'est susceptible de tomber. 9000 m3. Attendez, vous êtes en train de nous dire que ce gros bloc de 9000 m3 Oui. est susceptible de tomber? Tout à fait, ils nous ont classé le terrain en zone rouge, on n'a plus rien le droit de faire. Ici même où on est? Oui, à l'heure actuelle, il y a des études qui sont en cours pour ça, pour Il y a sécuriser. des capteurs qui sont mis ici ou pas? Exactement, oui, il y a des capteurs qui sont en place pour faire les études et normalement ils vont faire une sécurité pour protéger le village de Bellegarde ainsi que la Syrie. On parle du village qui est juste à côté, effectivement. Écoutez, ça vous inquiète pas en tout cas, ça? Non. Bon, tant mieux d'ailleurs. Ça peut tomber dans une minute comme dans 6000 ans, donc On préférerait que ça tombe dans 6000 ans que dans une minute. on va pas y réfléchir. Hein. En tout cas, la Syrie est là depuis 1925, c'est ça? On va retrouver, tiens, on a retrouvé Jean-Michel et Jean-Claude, votre papa, le papy aussi. On a un bonjour de Béjaïa. C'est où Béjaïa? C'est en Algérie. D'accord. C'est pas le même bois là-bas, hein. Je pense que c'est plus... Ça nous arrive de vendre du bois à l'export comme ça. Ah, vous vendez du bois à l'export aussi? Ça arrive. C'est pas souvent, mais avec des collègues, des fois on fait un bateau pour l'Algérie ou le Maroc. Voilà. Alors, on vous pose la question... D'Alpe-Sillage. D'Alpe-Sillage aussi. Ah d'accord, ça c'est On intéressant. fait partie d'un groupement Alpe-Sillage et Fibre Premium. Oui. Donc Alpe-Sillage c'était le premier groupement et Alpe-Sillage a affilié à Fibre Premium. Donc on est le plus gros groupement français de résineux. Ah bah écoutez, ça c'est intéressant. Alors une question par rapport à vos relations avec l'ONF. On n'a pas énormément de relations avec l'ONF parce qu'on achète beaucoup de bois particulier. Oui. Donc si des particuliers ont du bois à vendre, ils peuvent nous téléphoner à Syrie Antoine à Maglan. On mettra le lien. Eh bien voilà, on retrouve Jean-Claude. Jean-Claude, on vient de faire un tour incroyable. Jean-Claude, quel regard vous portez sur l'évolution de cette Syrie? Jean-Michel l'a écrit dans son livre, hein, on va le rappeler ce livre encore, il s'appelle Pierre-Antoine et la Syrie, avec une histoire d'une ancienne entreprise savoyarde. Quel regard vous portez sur l'évolution, Jean-Claude? Moi, je suis heureux de voir l'évolution de la Syrie et tout va bien pour nous. Ça vous fait plaisir d'avoir Ça fait plaisir. votre petit-fils ici, Oui. 30 et quelques années, papa d'un petit garçon de 3 ans. Oui. Alors, il paraît que votre arrière-petit-fils, Gabin, c'est Gabin, hein, c'est bien ça,
il veut déjà venir voir la Syrie avant d'aller à l'école. Avant d'aller à l'école, il veut venir à la Syrie. À la Syrie pour commencer, il dit. Ça vous fait plaisir. Oui. Ça vous fait plaisir. Oui. Alors, ce gène du bois, Jean-Michel va nous en parler dans un instant, mais toute la famille là, vous l'avez transmis. Hervé, on sent qu'il l'a. Julien, ça y est, il est contaminé, Julien, ça y est. Mon père, mon oncle Pierre, Oui. me l'ont contaminé. Et moi, je répète à Julien maintenant qu'il faut continuer dans le sens qu'on est allé jusqu'à présent. C'est vous qui dites allez de l'avant. Il faut aller de l'avant. Vous vous rendez compte, à 86 ans, Hervé, le papa, c'est un pionnier. Hein. Il faut tout le temps aller de l'avant et puis il a tout le temps des prévisions, donc c'est ce qui le maintient en forme. Alors, écoutez, justement, j'allais vous poser la question, vous y venez tous les jours. Plusieurs fois par jour. Est-ce que vous donnez des conseils à Julien de temps en temps? Ça reste entre Mais nous. des fois, il m'envoie promener parce que Le conflit de génération. Et vous, aujourd'hui, quand vous étiez tout jeune, vous pensiez qu'un jour, la Syrie pourrait autant se développer? ouais, moi, ce chantier, c'est moi qui l'ai fondé, ce chantier. Oui, c'est ce moi qui ai chantier acheté en 77. Et on a pu mettre en route après, en 1981. Oui, c'est ça. Donc c'est un peu votre bébé. C'est ici. mon bébé. C'est votre bébé. Il est bien grandi en tout cas. Ah oui, Il est grandi. On va montrer la photo Jean-Michel de la Plagne ici. La photo, on a toute la famille, les 4 générations. Enfin, les 4 générations. On a Jean-Claude, on a Hervé, on a Julien et on a Gabin. Je crois que c'est une des dernières photos du livre. Elle est magnifique cette photo. On va s'approcher un petit peu. Voilà. Jean-Michel, quand vous voyez cette photo ici, vous dites, mais quelle belle histoire. Bien sûr, c'est une belle histoire parce que des entreprises qui arrivent à l'âge qui arrivent à être centenaires, il y en a très très peu. Hein, je crois qu'il y en a à peine 1000 en France. Ce sont des entreprises familiales. Et voilà, il y a certaines familles qui arrivent à transmettre ce gène de l'entrepreneuriat, de la direction d'entreprise. Ça n'est pas toujours le cas. J'imagine que dans certaines familles, lorsque c'est le cas, ça ne doit pas forcément être facile à vivre pour les descendants, parce que je l'ai écrit dans le livre à un moment, lorsqu'on est une génération qui reprend une affaire, on s'en sent évidemment un peu propriétaire, mais surtout dépositaire. On est de passage en espérant que la génération suivante prendra le relais. Et pour certains, c'est difficile à porter. Là, en l'occurrence, dans cette famille, la Syrie, l'entreprise était tellement présente dans cette famille que je ne vais pas dire que c'est naturel parce que chaque génération a son tempérament. Mais quand on écoute les commentaires de Jean-Claude, de Julien au sujet du petit-fils, de l'arrière-petit-fils qui a déjà envie de venir travailler, voilà, eh bien, les 100 ans devraient être allègrement passés. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Alors, Jean-Michel de la Plagne, alors on vous connaît, on rappelle que vous avez créé une école de commerce à Annecy-Lipac, vous êtes dirigeant d'une école en Suisse, professeur d'économie, vous avez été membre de plein de conseils d'administration, le TG, on en dira un mot dans un instant, le fameux club de foot. Est-ce que vous n'avez pas un petit regret de ne pas être avec eux aujourd'hui dans cette histoire de bois, dans cette belle aventure du bois? Alors pour être franc, je découvre le bois à l'occasion de l'écriture de ce livre. Oui. Des regrets, non, parce que dans la généalogie familiale, mon grand-père a eu 4 filles. Ce qui fait que son neveu Jean-Claude est son fils spirituel. Ça a été, Jean-Claude le dit, moi je l'ai ressenti sans qu'il me le dise. Et donc, de facto, en tant que fils d'une de ses filles, nous n'étions pas associés à la vie de la Syrie, même si mon grand-père, que je voyais tous les week-ends, le dimanche matin, ne partait pas visiter une forêt sans me dire « viens avec moi » d'un coup d'épaule, « viens avec moi ». Évidemment, lorsqu'on a 7 ans, 8 ans, 9 ans, on n'a pas forcément envie d'aller visiter une forêt avec son grand-père. Et c'est bien plus tard qu'on le regrette. Voilà ce que je peux vous dire. Alors on rappelle le petit bébé de Jean-Michel, s'appelle Pierre-Antoine et la Syrie, histoire d'une entreprise savoyarde centenaire, édition Neva, l'éditeur est de Maglan, dans ce petit village à côté de Salanches ici. On rappelle qu'on peut le trouver partout dans la vallée de l'Arve, on mettra le lien à l'édition Neva pour le trouver. Alors racontez-nous dans ce livre, il y a à peu près toute l'histoire rassemblée, on va dire condensée de ces 100 ans de cette entreprise, Antoine. Oui, c'est une histoire qui est à cheval sur 3 siècles, le 19e, le 20e et le 21e. C'est une histoire qui parle d'une famille, principalement d'un homme, le grand-père, qui a développé, mais aussi de toute une famille. C'est son prénom.
Pierre. Pierre-Antoine. Voilà. C'est lui le père fondateur. Pas le père fondateur, c'est son père, mais qui est décédé brutalement, tragiquement, qui en a été le fondateur. Et il l'a développé, et ensuite les générations que vous voyez ici ont pris la suite. Et je parle de cette famille, bien sûr, je parle de l'entreprise, mais je parle aussi de l'univers du bois. Tous les professionnels du bois, qu'ils soient charpentiers, qu'ils soient scieurs, exploitants forestiers, menuisiers et d'autres, se retrouveront dans ce livre. C'est l'histoire aussi de la forêt et du bois, finalement. De la forêt, du bois, des pratiques sociales des scieurs qui sont très fortes. J'ai retrouvé en préparant ce livre, j'ai lu presque par hasard une nouvelle de Tolstoï, qui n'a rien à voir avec Maglan, mais où les pratiques sociales vécues en Russie sont exactement les mêmes que celles que m'avait décrites. C'est quoi, Jean-Michel, ces pratiques sociales C'est quoi ces pratiques sociales? Dévoilez-nous un petit peu de ces pratiques sociales. Tolstoï le dit et Jean-Claude me l'a dit. En général, on achète des parcelles sur son territoire. On ne va pas forcément chasser sur le territoire d'une autre commune où il y a d'autres scieurs. C'est bien ça, Jean-Claude? Voilà. On respecte aussi, chacun a son territoire. Hein. Et en Russie, l'histoire du héros de cette nouvelle, eh bien, c'est quelqu'un qui se dépêche d'aller acheter une parcelle parce qu'il a peur que, non pas les scieurs de son territoire lui passent devant, parce qu'il y a une règle qui est acceptée, mais il a peur que d'autres scieurs venant d'ailleurs viennent lui souffler cet achat. Et il part, il veut absolument acheter cette parcelle et il prend son traîneau avec un de ses employés. Et une tempête de neige arrive et l'employé en réchappe et lui en décède. Voilà. On a envie de lire la nouvelle de Tolstoï. François, qui est du Jura, nous dit, peut-on trouver le livre sur Internet? Oui, il est sur Internet, alors dans une société extrêmement connue d'origine américaine. Voilà. Donc, il peut le trouver aussi. On peut le conseiller aussi d'aller peut-être contacter Neva. On mettra le lien de Neva. Et puis effectivement, on peut l'avoir partout en France, en Suisse. On va saluer nos amis québécois qui sont des amis du bois, qui nous rejoignent à l'heure qu'il est. C'est le réveil au Québec. Il doit être 6h du matin ou 7h du matin. On rappelle qu'on est à Maglan ici avec la Syrie Antoine. Une dynastie, on va le dire, Jean-Michel. C'est une véritable dynastie. Hein. Oui, parce que 5 générations, c'est extrêmement rare. Et on sait que, et la famille Antoine le sait, c'est que chaque membre, à un moment donné, est assujetti à un aléa de vie. Et le père fondateur de la Syrie, donc le grand-père de Jean-Claude, mon arrière-grand-père, est décédé brutalement d'un accident de vélo, renversé par un vélo un soir d'automne. Ouais, ici, sur les pentes vers Gravin. Ici, à moins d'1 kilomètre d'ici. À côté de l'ancienne Syrie. À côté de l'ancienne Syrie, justement. Alors, on va bientôt terminer. Il est 12h08 en direct. Bon appétit à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. C'est l'heure de l'apéritif, pas pour vous, mais pas pour nous pour l'instant. Jean-Michel, on rappelle simplement ce livre qui est très bien fait. Feuilletez-le un petit peu, ce livre ici. Regardez, c'est de la qualité, hein. Édition Neva, regardez. C'est un beau livre, avec des textes, des photos, bien sûr, un arbre généalogique. Un arbre généalogique aussi qu'on trouve voilà. ici. Oui, et puis des photos. La famille Antoine et le grand-père et son père étaient attachés à la constitution d'un patrimoine. Parce que quand vous êtes pauvre, c'est légitime d'avoir envie de créer un patrimoine. On voit Pierre-Antoine ici, hein, Pierre-Antoine avec ses... Pierre, il est où là? Pierre-Antoine gamin ici. C'est une vieille photo, ça, dis donc. Une vieille photo avec l'un de ses frères et le père et le grand-père et l'arrière-grand-père de Julien, de Hervé et de Jean-Claude n'est pas encore né à cette époque parce qu'il est arrivé un peu après. C'était pas un soir de peine. Alors ensuite, on va le feuilleter assez vite parce qu'après on va voir d'autres livres. Regardez ici, ça c'est Pierre. Non, c'est belle photo. Jules, le fondateur avec son épouse, qui était une femme extraordinaire du Grand Bornand. Aîné de 15 enfants. Grand Bornand, on rappelle les Aravis. Et la création de la Syrie, c'est clairement la création par un couple. Et pas simplement un homme. C'était souvent le cas autrefois. Voilà une belle histoire racontée par Jean-Michel Delaplagne dans ce livre. Montrez-nous encore deux, trois pages ici, on va le montrer ici. Je parle de l'affouage, je parle du métier de marchand de bois, je parle de l'aventure des frères Gaillard-Liodon du Grand Bornand qui sont partis aux États-Unis. Ils sont partis aux États-Unis. Voilà. Je fais un focus, comme on dit aujourd'hui, sur le certificat d'études qui parlera à tous les anciens. Fondamental à l'époque, hein, le pilier de l'éducation. Il était un garçon extrêmement intelligent et il a fini premier du canton. Alors ça, les premiers du canton, c'était quelque chose autrefois. On a un peu oublié tout ça aujourd'hui, Jean-Michel. Exactement. Vous qui êtes enseignant. Hein. Exactement. Et il faut savoir que ces dauphins
en 1912 était de Maglanchard. Ah oui. Donc il y a de l'intelligence sur la commune de Maglan. Bah, écoutez, Maglan, on rappelle à côté de Salange, au pied de ces belles montagnes, encore une fois en direct. Bon appétit si vous êtes à table, et puis n'hésitez pas à prendre l'apéritif aussi. Nous, on termine rapidement, encore Jean-Michel. Le permis de conduire, puisque oui. le grand-père a eu son permis de conduire avant que le permis de conduire n'existât Ah bon en tant que tel, puisqu'il l'a eu en 1918. Il avait 18 ans et 6 mois, et c'était simplement à l'époque un certificat de capacité. Ah oui. Il suffisait de savoir démarrer, freiner, arrêter un moteur et avoir quelques notions de mécanique. C'est Incroyable la- cette c'est histoire. qui Tout, expliquait tout est raconté Voilà. là-dedans. Et il a traîné, il a promené son certificat de conduite pendant presque 80 ans dans son portefeuille. Et voilà, il est ici, rassemblé ici. Qu'est-ce qu'on peut boire encore rapidement, très rapidement? Alors, On voit plein de choses. C'était aussi un prêteur d'argent, c'était un commerçant. Et donc, par solidarité avec les gens de la région, avec les gens avec qui il travaillait, et aussi par sens des affaires, eh bien, il a prêté entre 1942 et 1955-56 l'équivalent de 1 million d'euros d'aujourd'hui. Ouh là là. Voilà. Donc, j'ai retrouvé dans les archives à peu près 80 prêts accordés à des familles, à des voisins, à des amis, à des relations. On découvre tout ça nous aussi. Parce qu'à l'époque, eh bien, les banques n'étaient pas prêteuses. Les banques non. collectaient de l'argent. Bien Elles n'avaient pas d'intérêt à financer les dépenses des particuliers. Et donc, quand quelqu'un avait un besoin, quand une famille avait un besoin, ben, on s'adressait à ceux qui avaient de l'argent. Jean-Claude, vous avez appris des choses dans ce livre. Vous l'avez lu, j'imagine. Est-ce que vous avez appris des choses dans ce livre? J'ai appris beaucoup de choses. Il était utile, ce livre. Il était plus qu'utile. Regardez. Et pour la famille, un petit Gabin, quand il saura lire, parce qu'il commence à peine, il a 3 ans, Gabin. Il parle c'est déjà ça beaucoup, mais Il parle beaucoup. Regardez. Il aime le bois, il parle beaucoup. Jean-Michel, on va dire une chose quand même, parce qu'on a parlé de ce livre. Oui, vous avez écrit 2 autres livres, dont un livre qui a fait beaucoup de bruit à l'époque. C'était un livre sur l'équipe de foot de l'ETG et Évian-Thonon-Gaillard. C'était les années 80. Regardez. Alors, et Voilà, ça, c'est l'ETG, un rêve inachevé. Il est encore en vente parce que tous les Savoyards, aux Savoyards, ont vibré pour cette équipe. Vous étiez administrateur, vous avez vécu de l'intérieur ce qui s'est passé. Et malheureusement, j'allais dire un rêve inachevé, peut-être un rêve brisé aussi. un rêve brisé. Oui, j'ai vécu les 30 derniers mois de la vie du club. Avec ce beau maillot rose ici, hein, avec le Dontas Centre que l'on voit effectivement, et puis MSC Croisière qui était partenaire, justement. C'est une belle aventure, mais c'est aussi une triste aventure. On n'aurait jamais dû arriver là où nous en sommes en tant qu'administrateur. On rappelle que le club est tombé carrément. Aujourd'hui, il existe encore, en National 2, je crois. Donc jusqu'en faillite en juillet 2016. Et l'année d'avant, en 2015, a signifié le début de la fin avec la descente en deuxième Voilà, on division. rappelle que l'équipe de l'ETG, Évian-Thonon-Gaillard, est restée 5 saisons en Ligue 1, c'est ça? 4 saisons et on allait peut-être réussir cette 5e année, mais c'est souvent un cap qui est extrêmement difficile. Voilà, des tas de soucis internes de fonctionnement ont fait que cette belle aventure s'est arrêtée d'une manière tout à fait autre que celle dont elle aurait dû... Un beau livre, on retrouve tout, préface de Jean-Michel Aulas, carrément. Carrément, voilà, ben, c'est quelqu'un qui a un nom dans le football, qui a une crédibilité. Une autorité. Voilà, c'est une autorité dans le football, et donc il a accepté bien volontiers de rédiger la préface de ce livre. Jean-Michel, voilà, on le rappelle, hein, édition Neva aussi. Et puis vous avez aussi écrit un livre, Il voulait voler nos vies. Alors ça se passe pendant le Covid. Vous l'avez pensé dans la nuit du 14 au 15 mars 2020, quelque chose comme ça. Hein. Voilà, j'ai décidé de l'écrire le jour du confinement. On va le montrer, regardez. Le jour du confinement. Et ça, c'est ce qu'on appelle un essai, c'est un livre de réflexion sur la manière dont nous avons aujourd'hui tous de vivre. Donc c'est un livre qui parle à la fois d'économie, mais aussi j'ai fait appel, j'ai lu beaucoup tout ce que disaient les philosophes pendant cette période. On s'interroge souvent en disant ça sert à quoi un philosophe? Pendant la période du Covid, ils ont eu la parole et je me suis rendu compte, je peux dire je me suis rendu compte qu'ils avaient une réelle utilité. Et il fallait sans doute les écouter beaucoup plus qu'on ne le fait. On se moque souvent d'eux, c'est un philosophe quand on veut parler de quelqu'un qui est un peu dans la lune, mais on a besoin de ces gens-là. On devrait les écouter beaucoup plus. Alors philosophe veut dire recherche la sagesse, celui qui aime la sagesse. Jean-Michel Delaplagne, merci beaucoup. Il voulait voler nos vies. Alors, dernière question, le prochain livre, forcément, il est en cours de route, j'imagine. Je n'ai pas ce talent. J'ai besoin. J'entre maintenant dans. Je finis de digérer
la diffusion de ce livre, du dernier, et je vais entrer en phase de gestation du projet. Voilà. On n'en sait pas plus. Merci en tout cas. Écoutez, merci Hervé, merci Jean-Claude, merci beaucoup Julien. On vous remercie, on est sous le charme parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui vont dans le sens d'une belle entreprise familiale. C'est quelque chose qui se perd un peu, Jean-Michel, aujourd'hui. Ça fait plaisir, on parle beaucoup de mondialisation, de nationalisation, enfin d'internationalisation plutôt. Ici, on reste dans une tradition, on sent que la tradition perdure dans le bon sens. On est tous sujets à des erreurs. Et c'est vrai qu'il y a eu un mainstream, comme on dit, il y a maintenant une quarantaine d'années, les années 80, 90, où on a cru que l'avenir, c'était être gros, être mondial et découper toutes les étapes d'une production entre la Chine, des étapes intermédiaires, etc. Et on se rend compte aujourd'hui, alors bien sûr, ça a eu un intérêt, ça a permis de baisser les prix d'acquisition, donc chacun s'y retrouve dans son portefeuille, mais au final, dans la durée, la mondialisation a fait évidemment plus de mal qu'elle n'aurait dû en faire, parce qu'à un moment donné, on a oublié le sens commun, et c'est là où les philosophes nous ramènent à la réalité. Le local, le durable, la proximité doivent rester prioritaires. Et aujourd'hui, il y a un autre élément, un autre danger qui nous guette, c'est la digitalisation absolue. Bien sûr, utilisons ces outils digitaux pour être plus efficaces, mais ne remplaçons pas le lien, le contact avec les individus par un lien électronique. On retomberait dans une autre absurdité aussi forte que celle qu'a été la mondialisation. On connaissait Jean-Michel Delaplagne, économiste, on le connaît maintenant, philosophe. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Bon vent à la Syrie Antoine. Un petit mot aussi. Si jamais il y a des jeunes qui ont vu l'émission et qui veulent intégrer une entreprise familiale, qui sont motivés. Vous cherchez des gens? Oui, tout le temps. Qui viennent nous voir au bureau ou qui nous écrivent sur l'adresse mail de la Syrie et qui nous téléphonent, il n'y a pas de problème. On les recevra. D'après ce qu'on a vu, on n'a qu'une envie, c'est de travailler ici. Mais nous, avec Jean-Michel, c'est pas pour nous. Mais pour les jeunes, on le précise. Merci, la Syrie Antoine, une institution, désormais un livre, on le rappelle, à trouver dans partout, pratiquement, si on veut l'avoir, aux éditions Neva. Merci à tous les trois. Merci Jean-Michel et bravo pour ce travail. Merci à tous et merci à vous. Merci beaucoup.